Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les comparaisons de moyennes par des méthodes de permutation aléatoire. Donc dans cette vidéo, je vais reprendre en fait le contenu de la première séance de TD et ça va être l'occasion en fait de poser les bases de ce qu'est un test statistique et comment c'est structuré. Alors tout commence par une question, par un problème qu'on cherche à résoudre. Le problème qui nous a intéressé pendant cette première séance de TD était de vérifier une affirmation sur deux variétés de haricots dont les producteurs prétendent que les blancs sont plus gros que les rouges. Donc la question c'est de savoir si cette affirmation est vraie. Et en science, la façon de résoudre ce type de problème, c'est simplement de confronter la théorie, l'affirmation en l'occurrence, à des observations factuelles, donc à des données. Donc je mesure un premier haricot, blanc, puis un second, rouge, et je constate que, comme attendu, le blanc est plus gros que le rouge. Donc on confirme l'affirmation qui avait été faite au départ. Bon, mais évidemment, je me doute bien que tous les haricots ne sont pas identiques et que je ne peux pas baser ma conclusion sur une seule observation pour chaque variété. Donc je vais mesurer un autre couple de haricots, blanc, puis rouge. Et cette fois-ci, j'observe des résultats à peu près équivalents entre les deux variétés. Donc clairement, le résultat dépend des haricots échantillonnés. Et si je continue, je tombe sur des situations où en fait c'est le rouge qui est plus grand que le blanc. Donc tout est possible et on voit bien qu'il va falloir qu'on échantillonne un nombre un peu important de haricots pour arriver à conclure. Alors ici, le nombre un peu important, il est assez limité. On va se contenter d'échantillonner 5 haricots de chacune des deux variétés. Alors on a des résultats contradictoires d'une observation à l'autre, donc il va falloir qu'on résume tout ça. La façon la plus simple de résumer, c'est de commencer par calculer la somme des observations qu'on vient de faire. Donc j'obtiens 68 pour les haricots blancs et 72 pour les haricots rouges. Et puis on divise cette somme par les tailles d'échantillons, donc en l'occurrence 5 pour chacune des deux variétés, pour obtenir les moyennes. Donc ici, il faut s'arrêter un petit peu sur les conventions de notation qu'on va utiliser pendant tout ce semestre dans cette UE. Vous voyez ici cette notation mu-chapeau. Donc la lettre grecque mu, on l'utilisera pour désigner des moyennes. Et le chapeau veut dire qu'on a affaire à une estimation. Donc pour être tout à fait clair là-dessus, il faut distinguer, en ce qui concerne les moyennes, les vraies moyennes, c'est-à-dire les moyennes qu'on pourrait connaître si on était capable de mesurer des échantillons de taille infinie, ce qu'on va appeler la moyenne de la population. Et donc comme on ne sait pas mesurer des échantillons de taille infinie, évidemment ces moyennes sont impossibles à connaître. Par contre, ce qu'on peut calculer, c'est une estimation de moyenne. Donc le chapeau sur le mu désigne le fait qu'on a affaire à une estimation. Et cette estimation de moyenne, elle est, elle, réalisée à partir d'un échantillon qui est de taille finie, bien sûr. Donc ici, n égale 5. Voilà, donc on a deux estimations de moyenne. Moyenne des rouges, moyenne des blancs. Et pour résumer notre observation, on va en prendre la différence. Donc on va calculer mu chapeau B, la moyenne des blancs, moins mu chapeau R, la moyenne des rouges. Et on obtient donc la différence, c'est pour ça que j'ai noté ça D, et OPS pour dire que c'est une différence observée. Donc la valeur qu'on obtient ici, c'est 0,8, moins 0,8. Les blancs, dans notre échantillon, sont en moyenne plus petits que les rouges. On a donc un résultat qui vient directement contredire l'affirmation de départ qui voulait que les blancs soient plus gros que les rouges. Alors, ce qu'on a dû gérer depuis le début, là, c'est le fait que tous les haricots ne sont pas identiques. Et c'est pour cette raison qu'on a dû construire un échantillon avec 5 haricots par variété. Cet échantillon nous amène à D observé égale moins 0,8, mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passerait si jamais on construisait un nouvel échantillon, indépendant du premier. Et ce que vous avez vu pendant le TD, c'est que chaque échantillon produit des résultats qui sont différents des autres échantillons. Donc le problème qu'on avait entre haricots, à savoir que tous les haricots ne sont pas identiques, on l'a aussi entre échantillons. Tous les échantillons ne produisent pas le même résultat. Alors comment résoudre ce problème-là, qui est embêtant parce que ça veut dire que selon l'étude, on aura des résultats qui potentiellement seront contradictoires. Une façon de résoudre le problème, ça serait d'échantillonner beaucoup plus de haricots, beaucoup plus que 5. Ça rendrait les résultats beaucoup moins fluctuants et les différents groupes auraient des résultats probablement convergents. Alors le problème c'est que augmenter la taille d'échantillon c'est toujours mieux, mais ça ne va pas résoudre le problème. Ça va réduire les fluctuations entre échantillons, mais pas les supprimer totalement.
à moins qu'on arrive à des échantillons de taille infinie, mais ça on a déjà vu avant que c'était pas possible. Donc la conclusion, enfin la question finalement, le problème auquel on doit faire face, c'est que on aimerait atteindre une conclusion générale, mais on n'a que des échantillons de taille finie. Donc comment fait-on pour généraliser à partir d'observations réalisées sur des échantillons parfois de taille restreinte? Donc ça, je peux le résumer de cette manière-là. Donc vous voyez à gauche l'observation qu'on a faite. Nous, ce qu'on a vu, c'est que les moyennes estimées à partir de nos échantillons sont différentes. Ça, c'est notre observation. Mais on peut considérer que cette observation, elle constitue un cas particulier, une observation faite sur un échantillon en particulier. Et ce qu'on voudrait atteindre comme conclusion, c'est une conclusion générale. Donc ça, c'est le cas général. Le cas général, il porte non pas sur les échantillons, bien sûr, mais sur la population. Et donc, la question, c'est, est-ce que, parce que j'ai observé que mes moyennes estimées sur mon échantillon étaient différentes entre elles, parce que j'ai vu que l'estimation de la moyenne des blancs était différente de celle des rouges, est-ce que je peux en conclure que, de manière générale, la taille moyenne des blancs est différente de la taille moyenne des rouges? C'est ça la question. Et l'outil statistique sert à passer de ce cas particulier de l'observation réalisée sur un échantillon au cas général qui est fait sur la population dans son entier. Alors, comment faire ce passage du cas particulier au cas général, donc de l'observation faite sur un échantillon à la conclusion générale qui porte sur la population? Eh ben, c'est le cœur du test statistique et ce raisonnement, qui n'est pas totalement simple, c'est en fait un raisonnement par l'absurde. Alors, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une hypothèse. Et là, en l'occurrence, l'hypothèse qu'on va poser, c'est que les vraies moyennes sont égales, donc il n'y a pas de différence de taille entre les blancs et les rouges. Cette hypothèse, on va l'appeler hypothèse nulle. On la note H0. C'est ce que vous avez ici dans la diapositive. Donc ça, c'est mon hypothèse nulle. On va essayer, une fois posée cette hypothèse, de prédire ce qu'on devrait observer si l'hypothèse était vraie, c'est-à-dire que devraient valoir les différences de moyenne estimées sur des échantillons si jamais H0 était vrai, si l'hypothèse nulle était vraie. Et si jamais on arrive à montrer que la prédiction qu'on a faite sous H0 est incompatible avec l'observation qu'on a faite sur nos vrais échantillons, bah dans ce cas-là, ça veut dire que H0 est fausse. Donc c'est en ça qu'on fait un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va poser une hypothèse nulle, dont on va essayer de montrer à la fin qu'elle est incompatible avec nos observations. Alors tout ce raisonnement repose sur le fait qu'on sache prédire ce qui devrait se passer en termes de moyenne et de différence de moyenne si jamais l'hypothèse nulle était vérifiée. Donc comment arriver à faire ça? Comment arriver à deviner ce qui devrait se passer si H0 était vrai sans savoir si H0 est véritablement vérifié? Alors l'idée c'est que si H0 est vrai, prendre les mesures des rouges et des blancs séparément ou bien au contraire mélanger les rouges et les blancs devrait absolument rien changer au résultat puisque rouge et blanc sont identiques. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos données, on va les mettre sur des petits bouts de papier, on va mélanger les petits bouts de papier, reprendre les observations qu'on avait prises au départ, recalculer les moyennes et obtenir un échantillon fictif qui est construit sous H0. Donc voilà l'échantillon fictif. Donc vous voyez que certaines observations des haricots rouges, qui sont indiquées en rouge ici, se retrouvent dans la colonne des haricots blancs. Alors évidemment ce n'est pas des vrais haricots, hein, ce sont les petits papiers qu'on a mélangés. Donc ici on a les haricots rouges, une partie des haricots rouges, l'autre partie est ici. Donc on a permuté en fait nos observations entre les groupes blancs et rouges. Et puis on calcule la somme par groupe et les moyennes et on obtient deux nouvelles moyennes, 14,2, 13,8. Et on peut à nouveau calculer, comparer ces deux groupes de mesures en calculant la différence des moyennes sur notre échantillon, donc j'insiste, c'est un échantillon fictif, ce ne sont pas des vrais haricots, ce sont des petits papiers. Alors pour bien montrer cette différence entre échantillon fictif et échantillon réel, j'ai appelé cette nouvelle différence de moyenne D, toujours pour différence, mais sim pour simuler, pour bien dire, il s'agit d'un échantillon fictif, et donc ici, sur cet échantillonnage, on obtient 0,4. Donc je mets ça dans un tableau, donc j'indique pour mon échantillon fictif les moyennes, et puis la différence des moyennes. Donc ça c'est un tirage aléatoire. Et on va en faire plein des tirages aléatoires. Donc un deuxième.
un troisième, et plein d'autres. Et au final, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer mon ordinateur pour en faire très rapidement une dizaine de milliers. Donc voilà, on a 10 000 maintenant, tirage aléatoire, c'est-à-dire 10 000 valeurs de D, de différence de moyenne, calculées sur des échantillons qui sont construits de telle sorte qu'on est sûr que H0 soit vérifié. C'est-à-dire qu'en moyenne, vu qu'on mélange les rouges et les blancs, eh ben, on doit avoir les mêmes moyennes d'un côté et de l'autre. Alors comment on peut être sûr que H0 est vraiment vérifié? Est-ce que ça se voit dans ce tableau que H0 est vérifié? Alors ça peut se voir si on regarde un petit peu dans le détail les valeurs de décimes. Vous voyez ici j'ai une valeur positive, 0,4, et un peu plus loin dans le tableau je trouve une valeur exactement opposée, moins 0,4. Ici j'ai moins 1,2, ici j'ai la valeur opposée, plus 1,2. Et en réalité, si j'additionnais tout le contenu de ce tableau, les valeurs positives et les valeurs négatives se compenseraient exactement, et j'aurais, pourvu que le tableau soit assez grand, une somme qui serait égale à 0. Ce qui veut dire que si je calcule la moyenne de décimes dans mon tableau, je vais obtenir 0, ce qui est bien conforme à l'hypothèse nulle. En moyenne, il n'y a pas de différence entre les tailles des haricots blancs et les tailles des haricots rouges. Alors ce tableau, il a 10 000 lignes, donc il n'est pas très facile à manipuler. Pour se simplifier la tâche, on va le représenter graphiquement sous la forme d'un histogramme que vous voyez ici. Donc en abscisse, vous trouvez les valeurs de décimes qui vont de moins 2,8 à plus 2,8. Et puis en ordonnée, ce sont les proportions que représente chacune de ces valeurs. Donc par exemple, la barre qui correspond à la valeur 0 monte à peu près à 12%, ce qui veut dire que dans le tableau général de mes 10 000 simulations, je vais trouver dans 12% des cas les valeurs qui sont nulles. Donc voilà la représentation de ce qu'on devrait avoir en termes de valeur de décimes si H0 était vérifié, ce qu'on a obtenu par les tirages de petits papiers. Et maintenant on va confronter ça avec notre observation. Notre observation c'est quoi? C'est que la vraie valeur de D observée, celle qu'on a mesurée sur nos échantillons réels, était égale à moins 0,8. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que cette valeur de D observée, elle est à peu près dans la gamme des valeurs attendues sous H0, donc il n'y a pas de contradiction, pas d'opposition complète entre ce qu'on a observé sur nos vrais échantillons et ce qu'on prédit sous H0. Donc c'était ça l'objectif premier avec ces tirages de petits papiers, c'est de confronter vraiment l'hypothèse nulle, H0, à notre observation des HOPS. Et là on voit qu'il n'y a pas de contradiction. Alors, il va quand même falloir qu'on trouve une manière de mesurer cette contradiction, cette non-contradiction entre l'observation et l'hypothèse nulle, une manière plus quantitative. Alors, pour faire ça, on va commencer par définir une deuxième hypothèse. Donc, on a jusqu'à présent parlé de l'hypothèse nulle, que vous avez ici, H0, l'égalité des moyennes des populations, donc mu B égale mu R. Et on va accoler à cette hypothèse nulle une seconde hypothèse, qu'on va appeler hypothèse alternative. Et cette hypothèse alternative, c'est l'hypothèse qui doit être vérifiée si H0 n'est pas vérifié. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que de deux choses l'une. Soit les haricots n'ont pas de différence de taille, ça c'est l'hypothèse nulle, soit la personne qui commercialise ces haricots a raison et les blancs sont plus gros. Et ça, c'est mon hypothèse alternative. Alors, ce que j'ai indiqué sur le graphique, c'est une petite flèche vers la droite. Pourquoi? Parce que si l'hypothèse alternative est vérifiée, les blancs sont plus gros que les rouges, et dans ce cas-là, je m'attends à des valeurs de décimes qui sont positives, puisque rappelez-vous, décimes, c'est mu chapeau B moins mu chapeau R. Donc si H1 est vérifié, les valeurs de décimes doivent être positives plutôt vers la droite. Les valeurs qui sont compatibles avec H1 sont plutôt vers la droite. Alors j'en viens maintenant à un raisonnement, à la partie la plus difficile, je pense, du raisonnement, qui est la partie où on va essayer de quantifier l'adéquation entre la prédiction sous H0 et l'observation qu'on a faite en calculant ce qu'on appelle le risque de première espèce. Alors, le raisonnement commence comme suit. Je vais supposer que je considère mon observation DHOPS égale moins 0,8 comme incompatible avec l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que je considère que DHOPS égale moins 0,8 indique que H0 est fausse et que H1 est vrai. Bon, ce qui au passage est très bizarre vu que moins 0,8, c'est pas vraiment le signe que les blancs sont plus gros que les rouges. Mais je considère cette chose-là pour l'instant. DHOPS égale moins 0,8 est incompatible avec H0. Si vraiment je pense ça, je dois penser la même chose pour toutes les valeurs de D qui sont au-dessus de moins 0,8, c'est-à-dire toutes celles qui se trouvent du côté de la flèche que j'ai indiquée ici, qui m'indique les valeurs qui sont compatibles avec H1. Donc toutes ces valeurs, les voilà.
c'est toutes ces barres que j'ai coloriées en rouge, toutes les valeurs qui sont au-dessus de moins 0,8. Donc si je considère que DOPS égale moins 0,8 est incompatible avec H0, dans ce cas-là, je dois considérer la même chose pour toutes les valeurs qui sont au-dessus de moins 0,8. Et le problème, c'est qu'en fait, des valeurs qui sont au-dessus de moins 0,8, il y en a beaucoup, et ces valeurs, elles sont en fait assez probables, puisque on les observe dans 80% des cas dans nos simulations sous H0. Alors c'est ce que j'ai indiqué ici, je vais prendre 2 minutes pour lire cette équation. Donc ça veut dire probabilité. Donc c'est la probabilité que la différence des moyennes soit supérieure ou égale à ma valeur observée qui vaut moins 0,8. Et cette barre ici veut dire sachant que. Donc sachant que H0 est vrai. Donc je suis en train de calculer ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle, que vous avez sans doute vu au lycée, c'est-à-dire que je calcule la probabilité que la différence de moyenne soit supérieure ou égale à moins 0,8, sous la condition que H0 soit vérifié. Alors il y a encore un petit point de notation qui est important de détailler ici, c'est l'usage de la majuscule, grand D, par opposition à la minuscule, petit DOPS. Alors j'utilise une majuscule ici pour dire qu'on a affaire à une quantité qui est fluctuante, une quantité dont on ne connaît pas a priori la valeur, qui est une variable aléatoire. Alors qu'à l'inverse, DOPS, c'est une quantité dont je connais la valeur, puisque je l'ai mesurée sur mes vrais échantillons, c'est moins 0,8. Donc voilà pour ce petit point de notation. Donc tout ce calcul me dit que voilà, j'ai 79,8, donc à peu près 80% de chance de tomber sur une valeur de D qui soit supérieure ou égale à moins 0,8, alors que H0 est vérifié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je considère que DOPS est incompatible avec H0, ça veut dire que quand j'observe une valeur de moins 0,8 ou une valeur plus grande, je vais conclure que H0 est faux et que H1 est vrai. Et comme j'ai 80% de chances d'obtenir des valeurs de ce type-là alors qu'H0 est vrai, en fait j'ai 80% de chances de me tromper en rejetant H0 avec DOPS égale moins 0,8. Donc ça c'est le cœur du raisonnement dans n'importe quel test statistique, c'est-à-dire qu'on va estimer cette probabilité de se tromper en rejetant H0, et cette probabilité c'est ce qu'on appelle le risque de première espèce qu'on note d'ordinaire alpha, donc c'est la probabilité que je viens de calculer, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, ce 80%, qu'est-ce que j'en fais? Là, c'est vraiment une probabilité très très élevée. Donc, la décision à prendre, elle est assez peu problématique. En fait, ce qu'on va simplement dire, c'est que avec autant de chances de se tromper en rejetant H0, il ne faut certainement pas rejeter H0. Donc, je décide de ne pas rejeter H0. Si je ne rejette pas H0, forcément, j'accepte pas H1, puisque rappelez-vous, H1, c'est le contraire de H0. Donc, si je rejette H0, j'accepte H1. Et ce que ça veut dire, c'est que mon observation de DOPS égale moins 0,8 n'indique pas que les blancs sont plus gros que les rouges. Ce qui n'est pas une surprise absolue. Alors, ce qu'on va faire pour essayer de réfléchir un petit peu plus profondément sur ces calculs de risque de première espèce, c'est qu'on va retourner le problème. On va se demander qu'est-ce qui se passe si on change de question. Imaginons que la personne qui commercialise les graines nous ait prétendu l'inverse, nous ait dit les blancs sont plus petits que les rouges, et qu'on ait voulu vérifier cette affirmation. Donc c'était pas ça la question qui nous intéressait au départ, je change de question si vous voulez. Comment on doit s'y prendre pour vérifier cette affirmation? Alors on ne va pas changer l'hypothèse nulle, vous voyez l'hypothèse nulle ici c'est toujours l'égalité des moyennes, mais par contre ce qu'on va être obligé de changer c'est l'hypothèse alternative. On va dire que si jamais H0 n'est pas vérifié, dans ce cas-là, ça veut dire que le commercial de l'entreprise qui vend les haricots a raison et que les blancs sont effectivement plus petits que les rouges. Donc je change non pas l'hypothèse nulle, mais l'hypothèse alternative. Et je vais refaire le même raisonnement, c'est-à-dire que je reprends mes mêmes simulations de petits papiers, c'est le même histogramme que tout à l'heure. Mon couple d'hypothèses, je viens de le définir, sauf que cette fois-ci, les valeurs de décimes qui vont dans le sens de l'hypothèse alternative, elles sont non plus à droite, mais à gauche. Pourquoi? Parce que si H1 est vrai, les blancs sont plus petits que les rouges. Rappelez-vous, décime, c'est mu blanc moins mu rouge, avec des chapeaux, parce que tout ça est estimé sur des échantillons. Donc si H1 est vrai, forcément, ça doit être négatif. Donc les valeurs de décimes qui sont compatibles avec H1, elles sont plutôt à gauche. Je place ma valeur observée, c'est toujours moins 0,8, ça n'a pas changé, mes échantillons sont toujours les mêmes. Et je refais mon raisonnement. Donc je considère que DOPS égale moins 0,8 est incompatible avec H0. Je considère que cette valeur est négative, donc c'est bien le signe que les blancs sont plus petits que les rouges. Si je considère ça, je dois considérer que toutes les valeurs qui sont encore plus petites que DOPS, encore plus négatives, sont elles aussi incompatibles avec H0.
Donc c'est les barres que j'ai coloriées en rouge, de moins 0,8 jusqu'à moins 2,8, ces valeurs m'indiquent que H1 est vrai. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, ces valeurs-là, je les observe quand même dans à peu près 20% des cas sous H0. Donc si H0 est vrai, il y a 20% de chance d'obtenir des valeurs de D qui sont inférieures ou égales à moins 0,8. Donc si je décide de rejeter H0 à partir de moins 0,8, eh ben, j'ai donc 20% de chance de me tromper. C'est ce que me dit le calcul de probabilité qui est ici. Donc ça reste une probabilité élevée, et à nouveau, je ne vais pas rejeter H0, et je ne vais pas non plus accepter H1, donc mon observation de Dops égale moins 0,8 n'indique pas non plus que les blancs sont plus petits que les rouges. Donc on vient de voir qu'il y a plusieurs façons de poser l'hypothèse alternative, on en a vu deux. Première façon de poser l'hypothèse alternative, c'est le test qu'on vient de faire, on suppose que la moyenne des blancs est inférieure à la moyenne des rouges. Deuxième façon de poser l'hypothèse alternative, c'est le test qu'on avait fait juste avant, on suppose que la moyenne des blancs est plus grande que la moyenne des rouges. Dans les deux cas, on parle des moyennes des populations et pas de celles des échantillons. Attention. Donc ces deux façons de poser l'hypothèse alternative définissent ce qu'on appelle des tests unilatéraux. Alors ce qu'on comprend assez bien vu le schéma, c'est-à-dire qu'on ne regarde qu'un côté de la distribution. Le côté droit dans la deuxième hypothèse, le côté gauche dans l'autre. Il y a une troisième façon de définir l'hypothèse alternative, c'est quand on n'a vraiment aucun a priori, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas si les blancs sont plus grands ou plus petits que les rouges. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle un test bilatéral, où on va regarder les deux côtés de la distribution. Alors ça, c'est un peu peut-être perturbant, parce que ça peut donner l'impression que finalement on choisit l'hypothèse alternative qui nous arrange sur des critères très subjectifs, très personnels. Donc on reviendra plus en détail sur cette question du choix de l'hypothèse alternative au cours de toutes les séances de TD. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le choix de l'hypothèse alternative traduit la question qu'on se pose, traduit éventuellement nos a priori, par exemple des choses qu'on aurait pu lire dans la littérature, dans des études précédentes, mais ne doit pas traduire le fait qu'on ait déjà regardé les données et qu'on ait déjà, sur la base des données observées, une petite idée de ce qui doit se passer. Donc le choix de l'hypothèse alternative se fait avant d'avoir les données. Ça, c'est la première chose vraiment importante. Le deuxième point que je veux mentionner ici, c'est que ce raisonnement autour de l'hypothèse alternative et surtout la façon dont le choix de l'hypothèse alternative conditionne le calcul du risque de première espèce est dans le formulaire, donc c'est détaillé à la page 5, dans la figure 2.1. Donc lisez bien cette figure de façon détaillée, c'est important. Alors, ce qu'on va faire dans les deux tests qu'on a fait juste avant, donc deux tests unilatéraux, à gauche ou à droite, on n'a jamais rejeté l'hypothèse nulle, et on peut se dire, c'est simplement parce qu'en fait, on a un test qui est très très peu puissant, parce qu'on n'a mesuré que 5 haricots. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre notre question de départ, la question qui nous intéresse, est-ce que les blancs sont plus gros que les rouges ? Et on va se donner un peu plus de moyens d'y arriver en échantillonnant plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré 25 haricots de chaque variété. Donc 25 blancs, 25 rouges. J'ai recalculé les moyennes et on va resuivre la même procédure que précédemment, mais avec ces échantillons plus gros. Alors j'estime les moyennes déjà. Donc vous voyez ici, j'ai estimé une moyenne des blancs de 13,96, une moyenne des rouges de 13,28. Donc, contrairement à ce qui se passait dans mon échantillon de départ, les blancs sont bien plus gros en moyenne dans mon échantillon plus gros. On va reprendre le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, exactement la même chose, mais je vais détailler un peu plus, essayer de structurer un petit peu plus le déroulement de ce test, étape par étape. Donc, la première étape du test, c'est le choix de l'hypothèse nulle. Ici, ce choix n'a pas bougé, c'est moyenne des blancs égale moyenne des rouges. La seconde étape, c'est le choix de l'hypothèse alternative. Ce choix, ici, il nous est imposé par la question. On veut savoir si les blancs sont plus grands que les rouges. On pose donc H1, mu B supérieur à mu R. Le troisième choix, c'est le choix de ce qu'on appelle la statistique. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait, mais je n'ai pas dit que ça s'appelait comme ça. Notre statistique ici, nous, c'est Dops. C'est simplement la différence entre les moyennes, entre les estimations de moyenne. Cette statistique, c'est une mesure qui va nous dire à quel point on s'éloigne de H0. Clairement ici, sous H0, on s'attend à un D qui est proche de 0, et plus on s'éloigne de H0, plus H1 est vrai, plus on va s'attendre à un Dops qui sera positif et grand. Ce que j'ai indiqué au passage par la flèche ici, H1 vers la droite. Donc voilà la définition de la statistique, et je calcule cette statistique pour mon échantillon, et j'obtiens 0,68. Donc ça, c'est ma valeur de Dops
que vous voyez ici indiqué sur l'histogramme. Quatrième point, je vais calculer la distribution de la statistique sous H0. Alors ça, je l'ai fait comme tout à l'heure par des tirages aléatoires que j'ai réalisés sur mon ordinateur. Donc ça me donne l'histogramme que vous avez ici. Avant-dernier point, je calcule le risque de première espèce. Donc qu'est-ce que c'est que le risque de première espèce? Alors il y a deux façons de le dire. On peut dire c'est la probabilité de se tromper en rejetant H0. C'est vrai. On peut aussi considérer que c'est la probabilité d'avoir l'impression que H1 est vrai, alors qu'en fait c'est H0 qui est vrai. Donc quand est-ce que j'ai l'impression que H1 est vrai? J'ai l'impression que H1 est vrai quand les valeurs sont sur la droite. Donc je colorie toutes les barres qui sont à droite de DEOPS. Quelle est la probabilité de tomber dans cette zone-là alors que H0 est vrai? Ça m'est donné par l'histogramme. Je calcule cette probabilité et j'obtiens 8%. Donc là, vraiment, la dernière étape, en fait, c'est la conclusion. Conclusion qu'on atteint grâce à cette valeur de alpha qu'on vient de calculer. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que alpha est grand ou est-ce que alpha est petit? C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à assumer le risque de première espèce et à rejeter H0? 8%, moi, je trouve que c'est toujours un peu élevé. Et je vais décider ici de ne pas rejeter H0. Alors j'insiste sur le « je trouve », c'est-à-dire qu'il y a une part de subjectivité, là, réellement, dans l'interprétation qu'on fait du risque de première espèce. Alors c'est le point avec lequel j'aimerais terminer cette vidéo. Qu'est-ce qu'un risque acceptable? À partir de quand on considère que le risque est faible? Ici, on est passé de quand même 80% à 8%. Donc on a divisé le risque par 10. Comment d'ailleurs on a réussi à diviser le risque par 10? Simplement en augmentant la taille d'échantillon. Donc c'est aussi un point important ici. Augmenter la taille d'échantillon, ça diminue le risque de première espèce parce que plus les échantillons sont grands, plus l'outil statistique est puissant et plus on va réussir à détecter des différences qui sont petites. Donc voilà pourquoi le risque de première espèce a baissé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un risque faible et à partir de quel risque on va s'autoriser à rejeter H0? Alors là, il y a une chose assez classique qui est de considérer qu'un risque est faible à partir du moment où il est en dessous de 5%. Donc il est bon que vous connaissiez cette valeur, il est bon que vous sachiez que ce risque typique de 5% existe et qu'il est souvent utilisé, mais c'est important aussi de savoir d'où vient cette valeur de 5%, et surtout c'est important de bien noter que si vous avez 4,9% ou 5,1%, votre conclusion devrait être à peu près la même. Donc ce 5%, ce n'est pas une valeur absolument seuil, où dès qu'on serait en dessous, on pourrait rejeter H0, et puis dès qu'on serait au-dessus, on ne pourrait pas rejeter H0. Donc il faut relativiser un petit peu cette valeur de 5%. Et une bonne manière de relativiser, c'est de savoir d'où elle vient. Donc cette valeur de 5%, en fait, c'est simplement une tradition, c'est une habitude qui a été prise depuis les années 1930, donc depuis 1926, parce que cette valeur a été proposée au départ par un personnage qu'on aura l'occasion de croiser à de multiples reprises, qui s'appelle Fisher, qui est un des pères des statistiques modernes. Et c'est lui qui a utilisé pour la première fois cette valeur de 5%. Et je vous signale au passage qu'il a proposé cette valeur, mais au même titre que d'autres, il a dit on pourrait utiliser 5%, mais on pourrait aussi utiliser 2% ou 1%. Voilà, donc attention dans l'utilisation de ce seuil de 5% qui n'a rien d'absolu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.